Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat d'art. Histoire d'artisan est l'association qui valorise l'ingénierie des artisans d'art en mettant en avant l'innovation et la recherche au sein des ateliers. Ce podcast est le reflet d'un univers merveilleux et riche avec lequel collabore Histoire d'artisan. Aujourd'hui, nous accueillons César Leblic, connu sous le nom de César Bazar, artisan designer autour du carreau de ciment. César nous parle de ce médium, de son histoire et de son évolution. Il nous parle de la transmission et des raisons pour lesquelles le savoir-faire s'est perdu. Belle écoute! Bonjour César et merci de m'accueillir dans ton atelier. César, tu es, attention j'ai pris des notes, artisan designer autour du carreau de ciment. Exactement. Donc je te propose dans ce premier épisode de parler du carreau de ciment et que tu nous racontes un peu l'histoire de ce... Moi j'appelle ça un médium. Ouais. J'allais dire de ce carrelage. Bah c'est ça, moi j'appelle plus ça un médium parce que justement c'est un médium d'expression et on peut en faire plus de choses que être du simple carrelage. C'est un peu ça le but de César Bazar aussi. Très bien. En off, tu me racontais justement un peu d'où vient le carreau de ciment. Alors d'où vient le carreau de ciment? Je veux pas te faire l'histoire exacte parce que je suis pas historien, mais grosso modo, au commencement il y avait le carrelage. Le carreau de ciment n'existait pas encore. Le carrelage c'est, pour faire simple, c'est de la terre cuite qui est ensuite émaillée. Donc c'est, si je dis pas de bêtises, c'est de la silice. Donc c'est du verre qui est fondu dessus, qui va faire ce côté brillant de notre carrelage et qui va le protéger de l'eau, etc. Et donc c'était quelque chose d'artisanal et d'assez luxueux parce que c'était peint à la main. On peignait avec les émaux sur le carrelage. Il y avait une cuisson avant, une cuisson après, etc. Donc c'était vraiment réservé à une certaine élite. C'était un produit vraiment artisanal, le carrelage. Et avec la révolution industrielle, enfin au même moment, on a inventé le ciment. Ok, le ciment Portland pour être exact. Donc son ancêtre c'était la chaux et on a découvert le ciment et on s'est dit tiens c'est génial, on va inventer un carrelage du pauvre, un carrelage en ciment qui coûte beaucoup moins cher à être fait parce que pas fait par des artisans qualifiés mais fait par des ouvriers. Parce que si tu vois comment on fait des carreaux de ciment. Alors, on pourra parler de comment on fait des carreaux de ciment. On va venir couler des pâtes de ciment colorées dans une matrice, dans un espèce de pochoir en 3D. Donc, t'imagines que c'est moins artistique que le geste du peintre, que de peindre ça avec des pinceaux. Donc, c'est pour ça que c'est né en Europe et que ça s'est vachement développé dans les bassins industriels. T'en trouves beaucoup dans le nord de la France, t'en trouvais vers Barcelone, etc. C'est là où t'avais en fait un bassin ouvrier, c'est là où t'avais des ouvriers. Et donc du coup, c'était le carrelage, donc il avait aussi la particularité, vu que t'as la couche d'usure, le motif il est dans l'épaisseur, donc en effet tu peux marcher dessus et ça s'use moins, donc on les mettait dans des lieux très passants, on le met dans des entrées, dans des choses comme ça, et c'était vraiment les carreaux pas chers. En plus, à l'époque, tu avais l'essor de la presse hydraulique, donc le ciment, la presse hydraulique, donc c'est vraiment, ça faisait sens. Quand tu parles de l'époque, tu parles de quand là? Bah là, je te parle d'il y a 150 ans. 120 ans, 150 ans. Et donc du coup, ce savoir-faire, il s'est répandu un peu partout dans le monde et d'autant plus vu que c'était très français, espagnol, belge et tout, ça s'est répandu dans tous les continents et pour parler de la France, au Maroc et au Vietnam par exemple, protectorat français au Maroc, au Vietnam, ancienne colonie française et ce savoir-faire, il s'est répandu partout. Sauf qu'après, le carrelage, on l'a industrialisé. Aujourd'hui, tu achètes du carrelage pour genre 3 centimes le mètre carré, il y a des machines qui le font, je pense que tu peux imprimer n'importe quoi sur du carrelage. Donc le carrelage est devenu low cost, est devenu automatisé. Or la technique du carreau de ciment, et c'est ça qui fait son charme aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas bougé en 150 ans. C'est-à-dire que ce carreau de ciment, comme on le faisait il y a 150 ans, je le fais exactement pareil chez moi dans mon atelier à Pantin, et c'est exactement comme ça qu'ils sont faits au Vietnam, des carreaux de ciment que tu achètes à 50 balles à Leroy Merlin. Donc la technique, elle n'a pas bougé. Donc on a arrêté d'en faire parce que c'était pas industrialisé. Peut-être, moi je pense que c'est même pas industrialisable aussi, et puis ça servira à rien. Enfin, le carrelage il coche toutes les cases. Le carrelage il est solide, le carrelage il résiste à la graisse, il résiste à l'eau, alors que le carreau de ciment il est poreux, il est plus dur à faire, c'est pas industrialisable, donc on a arrêté d'en faire. Voilà. Et puis dernièrement la mode est revenue. Et donc du coup, on est allé dans les anciennes colonies françaises où le savoir-faire avait perduré puisqu'ils continuaient les Marocains à en faire pour eux, les Vietnamiens continuaient à en faire. Puis on a fait de l'import et on a installé les Français, les États-Uniens, et ils ont ouvert des fabriques là-bas. Et puis voilà, c'est comme ça que le carreau de ciment a disparu d'Europe et il revient maintenant en Europe avec des gars comme moi. Donc on est
3 à savoir faire des carreaux de ciment en France aujourd'hui. Il y a Nino Delamarche qui a appris au Maroc il y a 6 ans. Il y a moi depuis un peu plus de 3 ans maintenant et qui a commencé autour du carreau de ciment. Et ensuite il y a, je ne connais pas son nom, Madame Caro qui depuis quelques mois dans le nord plus au nord de la France commence à faire des carreaux. Elle est passée à l'atelier il y a 1 an quand elle a commencé à se lancer. Et tout ce savoir-faire, il a été trouvé au Maroc. Donc tous les trois, on a appris grâce à des Marocains qui nous ont appris ce savoir-faire. Là, je t'ai raconté à peu près l'histoire. C'est encore assez vivant en Amérique du Sud. Les fabriques sont restées là-bas. Et grosso modo, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il n'y a plus de fabriques. Là, je t'ai parlé des 3 personnes qui savent fabriquer des carreaux de ciment en France. Ils fabriquent à tous les 3. Je ne sais même pas si on fabrique 20 mètres carrés par mois. C'est minuscule. Donc, le gros de la fabrication se trouve au Vietnam et au Maroc et un peu dans tous les pays, en gros, où la main-d'œuvre elle va être pas chère. Dans aucun pays du Nord, entre guillemets, ou je sais pas comment dire, il y a des fabricants de carreaux. Moi, j'en connais pas en Allemagne. En Espagne, il y en a quelques-uns, mais ils fabriquent en cachette au Maroc. Au Portugal, ça doit être à peu près la même chose. En Italie, j'en vois 1 ou 2. Et encore, la plupart du temps, en cachette ou pas, c'est fabriqué au Vietnam ou au Maroc. Voilà. Mais j'avais vu un reportage d'un atelier français de carreaux de ciment. Sur moi ? Non, alors... Là, non, c'est c'était moi, pas toi. Nino ou Madame Caro. Alors sinon, il y a un gars qui s'appelle David Dalichou, si je dis pas de bêtises, qui a hérité de cette fabrique de son grand-père, qui est meilleur ouvrier de France. Ouais, je pense que c'est lui. Qui est dans le sud, non ? Qui est dans le sud. Ouais. Et moi, j'ai jamais réussi à rentrer en contact avec lui au départ quand je cherchais à m'enseigner. Et jusqu'ici, j'ai jamais encore rencontré de gens qui avaient ces carreaux, donc je sais pas à quel point. Je sais qu'ils passent à la télé, j'ai vu tous les trucs à l'époque qui passaient sur YouTube et tout, mais j'en sais pas plus. En fait, alors que les autres c'est des gens que j'ai rencontrés, donc entre guillemets je sais pas s'il fabrique vraiment, je sais pas tout ça, mais en tout cas oui, il a bien une fabrique de carreaux de ciment vers Montpellier, un truc comme ça je crois. En off tu m'expliquais déjà tout ce que ça demande en termes de logistique, qui je pense est intéressant parce que certes tu fais pas beaucoup de quantité, mais ceux chez qui tu te fournis te demandent des minimums de commandes et c'est des minimums le sable et les pigments. Yes, oui, ouais. D'ailleurs, on peut faire l'appel maintenant, si tu veux, pour les pigments. L'appel, ah oui, c'est ça. Quelqu'un veut racheter des pigments, j'en ai acheté beaucoup trop. Parce que je devais les acheter en gros. Et donc, si quelqu'un veut des pigments d'ultra bonne qualité, je peux revendre un petit kilo par-ci, un petit kilo par-là. Avec grand plaisir. Oui, pourquoi ça a disparu d'Europe ? Je te disais que le carrelage l'a remplacé, l'industrialisation du carrelage, et que la technique n'avait pas changé. Et en effet, la technique n'a pas changé, et t'imagines quand t'es plus qu'un seul couillon dans l'atelier, comme c'est mon cas, tu dois être plus qu'au four et au moulin, tu dois être partout. Là, je te parle que en termes de travail artisanal, hein. Je te parle pas de com, de gestion de clients, etc. Donc, on est sur un matériau lourd. Il y a 4 ingrédients dans le carreau de ciment, pour faire très simple. Il y a du sable, du ciment, de l'eau et des pigments. Le sable, on a de la chance, ça coûte rien, mais ça pèse 1 tonne, comme on dit. Donc, tu dois aller te fournir en sable, le stocker. Donc, moi, t'as visité mon atelier tout à l'heure. Moi, j'ai un tout petit atelier et je suis très chanceux déjà d'avoir un petit atelier, mais qui fait 20 mètres carrés. Donc, stocker plus d'1 tonne de sable, ça devient compliqué. Donc, pour ça, il faut louer un camion 3,5 tonnes où j'ai le permis pour le conduire, aller chercher 1 tonne, la décharger à coups de seau, donc traverser tout pour aller au fond du jardin, à rejoindre l'atelier avec des seaux, donc seau à seau. Donc déjà, tu soulèves 1 tonne de sable quand tu vas la chercher. Et puis après, t'as pareil pour les sacs de ciment. Pour les pigments, c'est des pigments ultra bonne qualité que j'achète du coup en très grosse quantité pour être sûr de C'est comme la drogue, le pigment. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment comme la drogue. J'ai appris ça à mes dépens. C'est-à-dire que si tu vas sur, je ne dirais pas le nom, d'un site qui vend des pigments pour la chaux et le ciment, par exemple, pour le grand public, et que tu vas acheter 500 grammes de celui-là, 1 kilo de celui-là, et fais ton ratio. On n'a qu'à dire que tu vas prendre 1 kilo de ciment et tu vas mettre n'importe quoi, 100 grammes de pigment pour 1 kilo de ciment, pour avoir un beau bleu, ok ? Ça, c'est si tu l'achètes chez un revendeur. Si tu l'achètes à la source, tu vas mettre 1 gramme de pigment pour 1 kilo de ciment et tu vas avoir exactement la même couleur. Et tu vas comprendre que quand ton fournisseur va te dire « Ah oui, moi je vends à lui des pigments. Ah, il doit le couper. » Et en fait, ça se coupe. C'est comme le shit ou la coke ou voilà. Donc du coup, moi je préfère acheter au Pablo Escobar du pigment et au moins être sûr de la qualité plutôt que d'aller acheter à des petits revendeurs qui coupent ça avec je sais pas quoi. Vraiment, je serais curieux d'avoir comment ça s'appelle les émissions à la télé ? Dessous d'enquête. Enquête exclusive. Enquête exclusive. Le pigment.
Ouais, il coupe son pigment à la farine. Donc, voilà. Ouais, ou talc. Ouais, sûrement, je pense, avec, ouais, c'est ça, une poudre calcaire. Donc ça, il y a de ça, mais surtout, c'est énormément de travail. Hein. Le moule, il pèse 50 kilos. Tu le soulèves à peu près, enfin, il est en différentes parties, mais j'avais fait le calcul, j'ai peur de dire une bêtise, mais de tête, tu dois soulever facilement, je pense, 80 kilos, 70 kilos de moule par carreau. Puis ensuite, tu soulèves le carreau que tu viens poser sur un rack. Ensuite, ton rack, il doit peser 25 kilos. Tu vas le déplacer le lendemain pour aller le tremper dans l'eau. Ensuite, tu vas reprendre le rack de 25 kilos. Tu vas aller le mettre dans la zone de séchage, enfin en tout cas d'hydratation. Tu vas le laisser s'hydrater. Ensuite, tu vas le redéplacer pour le sortir, puis pour les entasser, pour attendre que là, ça sèche. Puis ensuite, tu vas redéplacer ton rack de 25 kilos pour sortir les carreaux un à un. Donc chaque carreau, il fait 1,3 kg. Tu vas le sortir, tu vas les inspecter, puis tu vas les mettre dans des cartons en faisant bien attention. Et puis après, tu vas porter les cartons pour les mettre sur la palette. Donc, je pense que quand tu fais 1 mètre carré de carreau, tu soulèves, j'en sais rien, mais tu soulèves pas loin d'une tonne. Donc, ça reste quand même extrêmement physique. Et puis, pas du tout adapté, pas du tout ergonomique, tu vois. Il n'y a rien. Ça a été pensé il y a 150 ans pour être fait par des ouvriers payés 1 franc, j'en sais rien, 50, je sais pas combien c'était la journée. Donc, voilà, on n'est pas... Et on manipule des trucs très lourds, quoi. Donc, c'est un boulot compliqué et surtout ça se fait pas à la chaîne, donc tu fais carreau après carreau, tu commences un carreau, tu dois finir ton carreau pour commencer celui d'après, donc il n'y a pas de taylorisme, de fordisme, voilà, tu les fais pas à la chaîne, c'est nécessairement artisanal, il n'y a pas une machine qui va venir couler les couleurs. Parce que ton ciment, le ciment, l'eau, c'est ça qui va le faire durcir. Sa plasticité, elle va changer au fur et à mesure du temps parce que le ciment va commencer à prendre, parce que les pigments, ils vont changer la plasticité de ton ciment, parce que la température de l'air. Donc, on pourrait inventer une machine qui remplit tout seul ton moule. Mais ça coûterait combien ? Ça coûterait 2 millions, 1 million, 500 000 euros d'investissement. Après, les tuyaux se boucheraient, etc. Pour faire un truc où, en fait, ça a été pensé pour que ce soit un gars payé pas cher qui le fasse. Donc, c'est pour ça que les gens ont tout simplement arrêté d'en faire en France, quoi. Voilà. Et ça fait sens. Voilà. Et après, il y a un couillon comme moi qui a décidé d'en refaire. Voilà. On parlera dans l'épisode 2 de pourquoi tu as voulu le refaire. Et de comment on peut faire des carreaux de ciment aujourd'hui en France. Dans quel sens ? Qu'est-ce que je propose pour les carreaux de ciment ? Quelle place je propose ? Est-ce que c'est réindustrialiser la France et refaire des bons carreaux bien de chez nous, bleu, blanc, rouge ? Ou est-ce que c'est réadapter ce médium à la réalité du terrain et inversement ouvrir ce médium à des nouvelles choses ? Je ne vous divulgage pas le 2e épisode. Tu nous crées du suspense. C'est très bon pour mon audimat. Qu'on fasse des blagues, faut qu'on buzz un peu. Ouais. Tu veux qu'on fasse du buzz ? Je veux qu'on buzz. Là, je sais qu'un des épisodes préférés, c'est Soumia, qui est directrice d'une taillanderie. Est-ce que tu sais ce que c'est des taillandiers ? Rue des Thaïlandais. Des Thaïlandais. Non, c'est rue des Thaïlandais. Oui, c'est rue des Taillandiers. Vers Bastille. Oui. Alors, c'est quoi des taillandiers ? Déjà, je connais la rue, c'est déjà pas mal. C'est ceux qui habitent en Thaïlande. C'est ça. Non, vas-y, dis-moi. C'est ceux qui fabriquent des objets taillants. Ah, ils font des couteaux, des trucs comme ça ? Alors, en l'occurrence, ceux qui font des couteaux, c'est des couteliers. Ouais. Mais ils font des haches, ouais. Des haches, des ciseaux. C'est stylé, ça. Voilà. C'est un épisode qui est hyper émotionnel. Genre... Je pleure. Vas-y, jeu d'acteur en français. Oh purée. On peut expliquer le moule. J'explique grosso modo comment on fait un carreau de ciment. Avec ces 4 ingrédients qui sont le sable, le ciment, l'eau et le pigment. Okay ? Tu as 2 couches dans un carreau de ciment. Tu as le derrière, le dos, le biscuit, tu l'appelles comme tu veux. Alors, petit aparté, c'est ça qui est génial avec le carreau de ciment, vu que tu n'as pas d'école, tu n'as pas de formation, il n'y a rien, tu peux inventer tous tes mots. et quand tu vas au Maroc, les mecs, ils ont des mots qui sont hérités de l'espagnol, mais qui sont un peu déformés. Au moins, tu es totalement libre. Tu n'es pas sur une tradition vieillissante avec... voilà, on réinvente tout, on bidouille avec ce qu'on trouve et ce qu'on a en fonction de notre territoire et sous la main. Donc, tu as 2 couches. Tu as le derrière qui va faire le mortier, le biscuit, qui va faire la solidité de ton carreau. Et donc ça, c'est un mortier classique, hein, c'est du ciment et du sable. Et on a le devant qui est la couche d'usure qui fait le motif de ton carreau. Et en fait, ça, c'est du ciment teinté dans la masse. C'est-à-dire que c'est du ciment coloré, donc ciment, sable, pigment. Et en fait, le motif, il est dans l'épaisseur. Si tu vas casser un carreau, tu regardes la tranche,
le motif, il y a une épaisseur de 2, 3, 4, 6, 8 mm pour les carreaux anciens. À l'époque, ils faisaient des très grosses couches d'usure. Et du coup, on appelle ça d'ailleurs couche d'usure parce que tu peux marcher dessus, tu peux l'user, le motif y reste. Donc en fait, comment on fait pour avoir ce motif entre guillemets en 3D, en tout cas dans l'épaisseur? Eh bien, on va pas le peindre, on va le couler. Donc en fait, on a un gros moule en acier. Donc un gros moule de 50 kg, là si on prend un format carré pour faire un carreau, un gros moule carré, on va venir mettre au fond de ça ce qu'on appelle un diviseur. Donc un diviseur, c'est comme t'imagines un pochoir, mais en 3D. Donc un emporte-pièce pour faire des gâteaux. Et bien en fait, c'est comme un emporte-pièce qui va servir de pochoir avec le motif que tu veux faire. Donc traditionnellement, c'est en laiton que c'est fait, c'est de la bandelette de laiton soudée, et c'est encore comme ça que c'est utilisé dans les plus grosses fabriques, au Maroc, au Vietnam et tout. Sauf que pour les petites fabriques, moi l'idée que j'ai eue au départ, c'était de les faire en plastique, donc c'est de l'imprimante 3D. Bon, après je me suis vite rendu compte que j'avais pas inventé quelque chose et qu'en fait en Amérique du Sud ils avaient déjà eu l'idée. Mais c'est toujours bien de se rendre compte qu'il y a d'autres gens qui font la même chose que toi, tu te dis que tu es sur le bon chemin. Et donc tu viens placer ce diviseur au fond de ton moule et tu vas venir du coup couler tes pâtes de ciment coloré, donc c'est comme de la pâte à crêpes. Pour imaginer la texture, tu vas venir couler tes ciments colorés dans chacune des cases. On va enlever ce diviseur, les ciments vont venir se toucher et pas se mélanger parce que c'est pas liquide, c'est comme de la pâte. Et on va saupoudrer le mortier, faire le dos du carreau. On va presser ça 20, 30, 40, 50 tonnes, chacun a ses tonnages préférés. Quand on va presser ça, toute l'eau qui est contenue dans ta pâte colorée d'en bas, elle va remonter dans ton carreau, elle va humidifier tout ton carreau, ok, et elle va le compresser. Du coup, tu vas être capable de démouler, de sortir ton carreau qui n'est qu'un pâté de sable tout tassé. Voilà, et ça, tu mets une pichenette dedans, là ton carreau explose. Les gens qui viennent faire des ateliers avec moi, souvent c'est ça qu'on découvre. On découvre à quel point c'est fragile parce qu'il suffit de le frôler avec son blouson, avec sa blouse de travail, et hop, le coin est arraché. Donc en fait, on fait des carreaux juste pressés, et c'est l'eau ensuite. On appelle ça aussi en baldosas hydraulicas en espagnol, puisque c'est hydraulique, puisque c'est l'eau qui va le faire durcir. Le lendemain, ils seront assez solides pour qu'on les trempe dans l'eau et que l'eau vienne apporter justement la solidité au ciment. Grosso modo, il y a plein d'étapes, beaucoup plus d'étapes, c'est plus compliqué que ça. Et ensuite, après, on va le laisser s'hydrater pendant plusieurs semaines et puis le laisser sécher, puis ensuite on peut le poser. Voilà comment on fait un carreau de ciment. Je savais pas que ça prenait des semaines de séchage. Ouais, même j'avais lu, quand j'avais commencé, j'étais dans une bibliothèque de livres anciens et j'avais lu une publicité qui disait, une fabrique française qui disait, nous on attend 6 mois avant 6 mois ou 1 an, je crois, 6 mois on a qu'à dire. Parce qu'en fait, t'as une courbe de durcissement qui est de 28 jours, mais en fait, plus t'attends, mieux c'est. Donc, si vraiment t'attends, d'ailleurs, c'est pas pour rien que tu prends un carreau, tu vas dans un hall d'immeuble et tu regardes le carreau par terre et puis tu vas essayer de le gratter avec ta clé comme un vandale pour écrire ton nom. Parce que t'es comme ça, tu vois. Tu vas avoir bien du mal. Alors que tu viens chez un client à moi qui vient de poser des carreaux et tu prends ta clé, tu arrives mieux à graver dessus. Parce que avec le temps, ça va durcir. Donc tu prends un carreau qui a 20 ans, il va être quand même plus dur. Puis en plus, les carreaux anciens, on les a beaucoup lavés, on a mis des produits ou on les a cirés, etc. Donc ça va aider à les rendre un peu plus. Et il n'y a pas intérêt justement de mettre de l'émail comme sur du carrelage pour le rendre moins poreux ? Il brûlerait. Dans ton four, il brûlerait. Le ciment, il brûlerait. Tu peux t'amuser à la maison. Quand j'avais commencé, je faisais des petits glaçons. Tu sais, j'avais acheté un moule à glaçons pour comprendre un peu comment mâcher le ciment. Je faisais différents mélanges et j'étais parti à la campagne et dans le feu de cheminée, j'avais mis mes petits glaçons de mortier, de ciment, quoi. Et ils brûlaient. Tout doucement, mais ils se consumaient. Ça se consume, quoi. Donc dans ton four, tu aurais des cendres. Plus rien. En fait, le sable, il est composé. Alors ça, je vais peut-être me faire retoquer par des gens surtout tous les céramistes et tout, ils doivent s'y connaître grave mieux que moi. Mais le sable, c'est de la silice, ça fond et ça devient comme l'émail et tout. Mais le sable, ça peut aussi être du calcaire. Et le calcaire, c'est pas pareil. Le calcaire, je pense, c'est ça qui brûle. Donc, si j'utilisais... Et le ciment, c'est fabriqué à partir d'argile, de calcaire et de quartz, mais surtout du calcaire. Donc, le ciment, ça reste calcaire. Donc, je pense que c'est ça qui crame. Et puis on perdrait en plus tout le côté mat du carreau de ciment. S'il était émaillé, autant faire du carrelage. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait à faire un truc plus compliqué que du carrelage qui à la fin semble du carrelage ? Parce que j'ai en tête que c'est pas le même rendu esthétique. Parce que c'est mat, parce que justement il n'y a pas d'émail dessus. Non, je pensais plus à justement la densité du dessin. Moi j'ai tendance à penser, mais qu'on peut tout faire en carrelage aujourd'hui presque. Sauf des trucs comme ce côté mat du carreau de ciment teinté dans la masse, quoi. On utilise en fait du ciment blanc, de la poudre de marbre pour le sable, très blanche, on va mettre des pigments, en plus maintenant on a des pigments incroyables, et on va réussir à avoir cette espèce de densité de couleur assez incroyable, sans brillance. Il y a un autre truc que tu me disais en off quand tu m'as fait tester la technique, parce que j'ai eu le droit à un petit cours. Initié. J'ai été initiée
secret. Un secret. Tu parlais des pigments justement et des fameux pigments naturels. Ah ouais, alors moi j'utilise des pigments. Alors moi je suis vachement connecté avec la nature, donc j'utilise des pigments naturels. Hein. Le but c'est vraiment de sauver la planète avec mes carottes ciment. Non. Alors on va dire la vérité. Hein. D'ailleurs, tiens, petit aparté, le ciment, tu sais combien c'est un kilo de ciment, combien c'est de kilos de CO2 ? C'est énorme. 1 kilo de ciment, 1 kilo de CO2. Grosso modo, tu te dis ça. Mais le bilan carbone, ton carotte ciment, il est moi, dégueulasse. Moi je suis un affreux. Putain, mais César quoi. En plus, je mange des bananes en parlant. C'est clair. Des bananes de Colombie. De Colombie. C'est même pas genre, tu fais les dom-toms et tout. Non, laisse tomber. En fait, ouais, le ciment, c'est hardcore, c'est horrible. Mais si je peux te rassurer, moi, je suis même pas une goutte dans l'océan. Je suis un postillon dans... la chape de ta maison, ta place de parking. Le jour, je recevais un ingénieur qui bossait pour je sais plus quelle grosse boîte de bâtiment pour le Grand Paris, etc. qui me racontait que quand tu fais un parking souterrain pour des bagnoles, parce que le PLU, le plan local d'urbanisme, il t'oblige à, quand tu construis un bâtiment de telle taille, de mettre 400 places de parking. Donc, ils sont obligés d'aller en plus à moitié dans une nappe phréatique et tout. Et que rien que pour faire le mur d'enceinte du parking en béton, on avait calculé que si leur béton était composé de 20% de ciment, on était déjà à 1500 tonnes de CO2. Juste pour faire les murs d'un parking souterrain de 400 places de parking, quoi. Donc, ça ne veut pas dire que je ne fais pas attention. Je fais très attention à mon empreinte carbone. Non, mais c'est vrai, en plus, je fais attention à ce que j'utilise, à aller à perdre le moins possible, à trouver des issues pour mes déchets. On pourra même en parler, d'ailleurs, si tu veux, après. Mais non, vraiment, ton mur en parpaing a une impact carbone qui est plus grande. Donc, voilà. Au moins, moi, je suis hyper content de savoir l'impact carbone de mon truc. Donc, quand j'achète du ciment de chez Lafarge dessus, ils mettent, c'est du green ciment, moins tant de CO2 et tout. Donc, tu dis, bon, et s'ils disent c'est 700 grammes de CO2 pour un kilo de ciment, ça doit être bien 1 kilo, quoi, tu vois. Au moins, je sais à peu près, et c'est super bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, à moins de me tromper, et si je me trompe, n'hésitez pas à m'écrire, ça m'intéresse vachement, mais tous les gens qui disent qu'ils font des trucs en ciment écologique, ou en ciment décarboné, ou qui font du design en pierre artificielle parce que c'est mieux que la pierre naturelle, parce que c'est du ciment, les gars. C'est pareil. En fait, le ciment, ça produit du CO2, t'as pas le choix. Et les industriels essayent d'inventer, on va dire, de quantifier le CO2 différemment en utilisant des déchets d'autres industries. Donc, du coup, ils enlèvent l'émission de CO2 qui a été... genre, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Du ciment, c'est du ciment. Donc, genre, voilà, tirez-leur la langue, faites-leur des grimaces à ces gens-là et dites-leur s'il vous plaît. Parce qu'en fait, c'est pas grave, hein, parce que ces gens-là, ils sont comme moi, ils utilisent quelques tonnes de ciment, même pas dans leur vie, c'est rien. Mais c'est juste de faire croire ça aux gens, ça fait croire qu'il y a des solutions et qu'il y a des produits miraculeux, et c'est pas vrai, quoi. Genre, non, c'est pas de produits miraculeux, utilise du ciment, utilise de la chaux, c'est cochon. Mais on utilise tous des trucs cochons on en a besoin, quoi. Donc voilà, c'est un truc ça qui me tient à cœur. D'accord. Ça me met en colère. Ça me met en colère. Et mais je reviens sur notre premier sujet qui te met en colère aussi, c'est les pigments naturels. Ah non, ça me met pas en colère les pigments naturels. Je dis juste que moi j'ai des pigments naturels, du orange, du rouge, du jaune, du noir, c'est des pigments naturels, c'est des oxydes de fer. Donc c'est ce qu'on utilise traditionnellement, je crois même dans beaucoup d'artisanats. Pour les bleus, les verts, par contre, j'utilise des pigments chimiques. Alors j'en sais pas plus que l'appellation pigment chimique, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Mais d'après mes recherches, c'était du lapis lazuli qui était utilisé pour le bleu, et pour le vert, c'était des trucs oxyde de cuivre. J'ai peur de dire une bêtise, en tout cas un truc un peu toxique. Et en fait, le ciment, c'est alcalin. Donc c'est la chimie, et donc si tu peux pas utiliser ton bleu outre-mer avec lequel tu fais de la peinture à l'huile et le mettre dans du ciment, tu vas perdre la couleur. Et à ma connaissance, en tout cas, voilà, je connais pas beaucoup de pigments bleus ou verts qui soit naturel, et encore plus qui se mélange avec du ciment, à part l'indigo. Mais l'indigo, ça marche pas sur du ciment. Alors j'ai déjà essayé de faire des carreaux à l'indigo. J'ai déjà essayé de faire du carreau au curcuma aussi pour faire du jaune. En fait, ça fragilise. T'es vraiment sur le ciment, il va en quelque sorte, ça va cristalliser et ça va enserrer tous les petits grains de sable, et puis ça va faire cette roche. Et si tu mets d'autres corps étrangers, et ça va le fragiliser. Donc malheureusement, j'ai pas encore de manière de faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à partir de ce que nous offre Pachamama. Mais dès que j'ai du temps, je fais de la recherche, donc peut-être un jour je trouverai. Vous avez pas sa tête. Ce haussement ce sourcil, c'est le droit qui se lève. Non, je suis très concerné par l'environnement.
Je ne me sers pas de l'écologie plutôt pour vendre ma pratique artisanale et me greenwasher ou en faire un truc magique et tout. Non, je fais du design, j'utilise des matières premières, je consomme. C'est pas neutre. Même si je fais des trucs aussi, on pourrait en parler à partir de déchets, papier, etc. Il n'empêche que rien que collecter les déchets, les broyer, tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Et puis je les mélange aussi avec du ciment et tout. Donc c'est un moindre mal, voilà. Mais c'est pas une solution. Jamais je me présenterai comme ça. Eh ben écoute, on aime beaucoup ta transparence. Merci. On peut peut-être terminer cet épisode sur une note... Déjà terminé, mais j'ai rien dit là encore. J'ai dit Quelle connerie. que des conneries là. Mais oui, l'épisode 1, c'est un épisode d'introduction qui est un peu plus court. T'inquiète pas, tu auras le temps de... Parce que je vais dire des trucs de ouf dans le deuxième épisode. Je voulais raconter des secrets et tout, des trucs que j'avais jamais dit à personne. Je raconterai dans le deuxième. Dans l'épisode 2. Non mais en vrai, j'étais en train d'être sarcastique. J'allais dire, est-ce qu'on peut finir cet épisode sur une note négative et nous parler de... Je crois qu'on n'en a pas parlé, justement, de la transmission dans le carreau de ciment. La transmission dans le carreau de ciment. Alors, mais là, du coup, je vais un peu raconter ma vie. Je suis obligé de raconter par mon expérience personnelle. Quand j'ai commencé, il y avait que 2 personnes en France qui savaient faire des carreaux de ciment. J'ai réussi, j'ai contacté les 2. Il n'y a qu'une seule des 2 qui m'a répondu, Nino Delamarche. Et d'ailleurs, je pense pas qu'il m'écoute, mais s'il m'écoute ou ses amis m'écoutent, je le remercie. Il était quand même un peu fatigué d'être sollicité par d'autres gens comme moi qui voulaient apprendre le carreau de ciment. Et à force d'insister, il a accepté de me recevoir. Il m'a aidé, il m'a même aidé à acquérir mon premier moule. Il m'a donné des conseils. Et puis après, nos échanges se sont... c'est normal, en fait, maintenant je comprends vachement mieux sa position. Il gagnait rien non plus, et puis moi je prenais du temps. Et puis quand tu sais ce que c'est faire des carreaux de ciment, c'est tellement fatigant, c'est tellement difficile, et c'est que tu peux pas aider tout le monde, et voilà. Donc après, nos échanges se sont un peu perdus, mais je continue à suivre ce qu'il fait, et même je perds pas espoir si un jour vraiment il y avait une grosse commande made in France, de pouvoir nous associer pour un truc comme ça, quoi, parce que... Et donc du coup, pour apprendre, moi j'ai commencé à contacter des gens, avant même de rencontrer Nino, j'ai contacté des gens partout dans le monde, mais vraiment en Iran, en Inde, au Brésil, en Russie. Je connais à peu près, il y a 3 ans, je connaissais tous les gens en Corée du Sud, qui font des carreaux ou qui ont essayé de faire des carreaux, parce que beaucoup de gens essayent de faire des carreaux, mais en fait ce que tu te rends compte, c'est que dans le monde entier, tout le monde garde ça secret. Et du coup, moi j'ai inventé un peu ma technique. Au début, j'avais une technique plus inspirée d'une technique indienne à Atangudi pour faire des carreaux. Mais quand j'ai voulu vraiment faire des carreaux comme tout le monde, je me suis vraiment heurté à un mur. Et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est hyper compliqué, que c'est de l'artisanat. Les artisans qui écoutent ça, ils sauront ce que c'est. C'est-à-dire que ça change en fonction du sable que tu ramènes, ça change en fonction de la température qu'il fait, de s'il a plu sur ton sable, du pigment que tu mets, de ton motif, de tout ça. Et donc moi, j'ai fait peut-être 200 recettes différentes pour réussir à avoir ma recette. J'ai, je pense, investi 25 000 € à peu près pour arriver à faire ce que... Je pense avoir investi au départ en tout 25 000 € perso. Et puis j'ai pas dormi, je fais du bruxisme, j'ai des glissières la nuit pour arrêter de grincer des dents, j'ai fait des insomnies 3 nuits par semaine. Enfin, je me suis vraiment tué, et je sais que Nino, c'est quelqu'un qui était acharné aussi. Et tous les gens à qui j'ai parlé, au Brésil, en Russie, c'est que des psychopathes comme moi. Et maintenant en Inde, j'ai un pote indien qui depuis 2 ans et demi fait ça. Là, je l'ai retrouvé en Inde, je suis allé en Inde pour mon voyage de noces, et c'est un fou comme moi. Enfin, donc quand t'as autant, c'est un peu le syndrome, je sais pas, de la personne qui s'est fait victimiser, et après, t'as du mal aussi à faire, voilà. Donc maintenant, moi je réponds à tout le monde, mais les gens étant, je réponds, je me fais chier à répondre une demi-heure, à dire, donc mon conseil, c'est toujours le même, c'est fais pas ça. Ça commence par fais pas ça, je t'explique pourquoi, c'est vraiment trop difficile, ça va te coûter trop d'argent. Souvent en plus c'est des gens qui sont artistes et qui disent moi je suis artiste, je veux trop m'exprimer là-dessus. Je dis t'es artiste, collabore avec moi en fait. Moi je suis technicien, moi je suis technique, moi je te mets à ta dispo, je mets ce médium à ta dispo. Et fais pas ça, c'est un boulot d'ingénieur fou quoi, voilà, de savant fou. Et donc je leur dis fais pas ça, et puis je leur dis je suis désolé, je peux pas te donner mon savoir-faire, je peux pas donner mes fournisseurs pour les machines et tout, ça m'a coûté trop cher. Je suis allé au Maroc, j'ai fait je sais pas combien de milliers de kilomètres à aller toquer à toutes les portes, etc. Faut savoir qu'au Maroc, la plupart des fabriques
qui sont voués à l'export appartiennent à des États-Unis ou des Français ou des Occidentaux et tout. Il y a des caméras de surveillance et des barbelés autour, quoi. Où tu trouves leur numéro, tu les appelles et ils veulent pas te dire où ils sont. Ils veulent pas te dire l'adresse. Donc on est vraiment sur un espèce de monde du secret. Donc voilà. Donc du coup voilà, maintenant il y a beaucoup de gens à qui j'ai répondu des trucs super sympas et qui m'ont jamais répondu ou qui m'envoient chier aussi des fois. Et donc du coup je commence à maigrir. C'est pas cool ça, tu vois, j'ai pas envie d'être un énième fabricant de carottes ciment aigri. Alors du coup, je lutte contre ça. Donc il faut absolument que je me mette ça, d'enregistrer une longue vidéo de moi qui parle des heures comme ça, avec le sourire et qui explique un peu tout ça aux gens qui veulent se lancer. Comme ça au moins, je leur expliquerai tous les bons conseils qu'il faut, dont le premier est ne pas le faire, avant de se lancer. Voilà. Donc il n'y a pas de transmission. C'est un artisanat qui est enregistré parmi la liste des 165, tu sais, je sais plus, métiers d'art. Alors quand tu fais un concours, il faut que tu sois dedans, donc c'est enregistré dedans. C'est 281. 281 métiers d'art. Donc tu le trouves, c'est cool, je peux candidater à des concours, mais il n'y a pas du tout de transmission. Et je sais plus si je l'ai raconté, je crois que je te le racontais en off dans l'atelier, mais moi, ma transmission, du coup, moi c'est un savoir-faire marocain, c'est pas un savoir-faire français, mon truc. C'est pas du tout, à part Nino qui m'a donné quelques conseils au début, mais lui, il avait appris au Maroc. Nous, les quelques gens qui savons en faire en France, on sait le faire grâce aux Marocains. En fait, c'est les Marocains qui ont conservé ce savoir-faire. Et donc, si on parle de transmission, c'est là-bas. Moi, j'ai fait je sais pas combien de fabriques avec des gars qui bossent dans la poussière, sûrement pour que dalle, et qui ont pris du temps, et qu'il y en a qui sont payés à la pièce, à s'arrêter pour raconter aux petits franchouillots là qui voulaient avoir des infos et les filmer et machin. Donc voilà, il y a eu de la transmission, mais la transmission, au risque de ne pas plaire à certaines personnes, elle vient du Maghreb vers la France et pas l'inverse. Voilà. Donc du coup, je remercie tous les gens qui m'ont aidé et qui sont principalement des Marocains. C'est une bonne façon de terminer cet épisode. Ah voilà, ça y est, voilà, je vais terminer par un remerciement. Je veux aussi remercier Histoire d'Artisan. Non, je vais dire des conneries, mais je vais pas trouver. Je t'ai en train de me demander si tu connaissais vraiment mon prénom. Lisa. Ouais. Bravo. Écoute, je te dis à très vite. Oui, on se revoit, dès que j'ai le temps, je te dis, on se cale un petit temps. En plus, ce sera le printemps, ce sera plus sympa. On pourra peut-être enregistrer dehors, on verra s'il fait beau. Et puis on pourra prendre l'apéro, comme ça, ce sera cool. Avec plaisir, ouais. Plutôt que tes bananes de Colombie, là. Elles sont super bonnes, les bananes de Colombie. C'est les meilleures. On me les a offerts. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce premier épisode avec César Leblic, connu sous le nom de César Bazar, artisan designer autour du carreau de ciment, vous aura plu. Dans le prochain épisode, César nous parlera de son parcours, de ses recherches et de ses projets. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. À bientôt avec une nouvelle histoire.